Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean-Saint-Pierre Janime, cette émission Côte-Nord Attitude. Ce mardi midi, je suis en compagnie de Tommy Auger, journaliste principalement à Cogeco TV. Bonjour Tommy. Hey, bonjour. Ça recommence cette semaine à Cogeco, des émissions dès demain. Dès demain pour connecter sur cette île et Port-Cartier, on vous parle là, de notre voyage du côté de Tata Steel près de Shefferville sur une entente là, sur de la formation des communautés autochtones. On revient sur le passage également de Denis Coderre hier qui était vraiment l'invité de Marc. On en a entendu parler partout en ville. Donc, entre autres, on vous parle de ces sujets. Oui, plusieurs activités avec M. Coderre. Moi, j'ai écouté Cogeco TV hier soir parce qu'il y avait la diffusion en direct de la réunion du conseil municipal de la ville de Sept-Îles. Plusieurs sujets dont on va résumer dans notre bulletin d'actualité dans quelques instants. Mais pour le contenu de notre émission d'affaires publiques ce midi, on va parler du marché de l'aluminium avec un spécialiste, mais un vrai. M. Marc Urbain Proulx, là, dans la région de Saguenay, il est très connu. C'est un économiste professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, chercheur également. Le marché de l'aluminium, un gars de Saguenay, il étudie ça depuis son enfance sans doute. Monsieur Marc Urbain Proulx sera avec nous par téléphone en direct vers 12h15. Il a organisé un forum la semaine dernière. Il y avait quand même plus de 200 personnes vendredi, là, il y a quelques jours, du côté de Chicoutimi pour parler de l'avenir de l'industrie de l'aluminium. On sait que c'est important là-bas. Rio Tinto qui a racheté Alcan à un moment donné et qui a pris pied à Saguenay où il y a beaucoup de production d'aluminium. Ici, c'est la phase 3 de l'aluminerie Alouette qui nous intéresse. Ouais. Mais selon Marc Urbain Proulx, là, à qui j'ai parlé quelques minutes hier, c'est le temps d'aller de l'avant. Il y a un marché pour tout l'aluminium qu'on pourra produire à l'avenir, là, une forte augmentation de la demande sur le marché de l'aluminium d'ici 2030. Très encourageant pour les projets d'aluminerie Alouette. L'économiste et professeur spécialiste du marché de l'aluminium, Marc Urbain Proulx de l'Université du Québec à Chicoutimi, sera avec nous en direct vers 12h15. Il y a eu un congrès, t'en as entendu parler, Tommy, le 12e congrès des médecins, de la médecine d'urgence en région. Ça s'est tenu du côté des Escoumins, 125 médecins qui étaient regroupés, là, des gens de cette île sans doute, du Grand Nord également, de l'Abitibi, les régions éloignées des grands centres. La pratique à l'urgence est souvent différente. On s'est beaucoup donné de la formation lors de ce 12e congrès de médecine d'urgence. On va en parler avec le docteur Guillaume Laure. Il est vice-président du comité scientifique qui a organisé ce congrès. Il est surtout médecin de famille aux Escoumins. C'est là qu'avait lieu le regroupement, la rencontre. Donc, on en parle à 12h25 avec Dr Laure des Escoumins. Ensuite de ça, on a le bilan de l'Éco-Patrouille. Ça a été une belle saison. C'était le 10e anniversaire de l'Éco-Patrouille. On sait qu'il y a un plan qui s'en vient là pour la gestion des matières résiduelles où on va en rajouter bientôt le compostage, la poubelle brune. Mais on travaille fort à préparer tout ça. On travaille fort, mais on a déjà beaucoup de choses à plancher. Eux rencontrent beaucoup de gens. Ils ont atteint un nombre incroyable, 5000 citoyens. Là, plus de 5000 citoyens ont été rencontrés. Ils se promènent dans les écoles, ils se promènent dans les maisons, ils se promènent aussi dans les commerces. Et c'est là qu'on a de plus de misère. Nos performances au travail en termes de récupération et de revalorisation sont vraiment pas très bonnes. Et c'est là-dessus qu'ils planchaient principalement cet été. On le sait, c'était leur 10e anniversaire également, donc on tentait de souligner cette année anniversaire. Et avec Caroline Cloutier, là, on essaiera de voir un peu l'avenir de l'Éco-Patrouille parce que c'était au début simplement un projet très embryonnaire, mais on voit qu'après 10 ans, elle rend bien service dans la communauté et on tentera de voir pour l'avenir de tout ça. Donc on en parlera plus tard dans les alentours de 12h35 avec Caroline Cloutier qui est conseillère en développement durable du côté de la MRC de Sept-Rivières. Et pour clore
d'abord notre émission. On parle de plusieurs activités qui s'organisent dans la paroisse l'Ange Gardien pour la rentrée. Les traditions religieuses, les activités pastorales demeurent populaires dans la communauté chrétienne de Sept-Îles. On en parle avec Anne Boudreau, qui est animatrice à la vie pastorale. La paroisse l'Ange Gardien, ça regroupe ce qui se passe à l'église Saint-Joseph et à l'église Sainte-Famille. Marie-Immaculée, c'est une autre paroisse, là. On n'a pas tout fusionné à Sept-Îles, Clark-Cité, Galix et Moisy. On va expliquer tout ça avec l'abbé René Théberge qui sera avec nous également. Donc, Anne Boudreau et René Théberge en fin d'émission à Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Ben, mentionnons d'abord un incendie a pris naissance dans la machine à Toutou, à l'aéroport de Sept-Îles la nuit dernière. C'est cocasse, hein? Ouais. Dans la machine à Toutou. À 1h30 du matin, les pompiers sont intervenus pour éteindre rapidement le feu. Ce qui a été plus long, m'expliquait ce matin, là, Denis Jutras, le chef du service de prévention des incendies de la ville de Sept-Îles, c'est la ventilation du bâtiment, là, parce qu'il fallait s'assurer que l'air est respirable, pour opérer régulièrement, garder le bâtiment ouvert. Donc ça a été beaucoup plus long. Le feu a causé quelques problèmes aux gens qui travaillent à l'aéroport et aux visiteurs ce matin, mais il n'a pas perturbé le trafic aérien. Les pompiers ont quitté l'aéroport vers 5 heures ce matin. Une rencontre des principaux intervenants a eu lieu cet avant-midi. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de cet incendie survenu en pleine nuit dans la machine à Toutou à l'aéroport de Sept-Îles. J'aurais tout entendu dans ma carrière. L'éco-patrouille de Sept-Rivières devient la brigade verte la plus performante de l'Est du Québec. Les éco-patrouilleurs de Port-Cartier, Sept-Îles et Ouachat-Macmagnotenam ont rejoint plus de 5000 citoyens au cours de l'été 2016. L'éco-patrouille de la MRC de Sept-Rivières a atteint ses objectifs pour sa 10e année en multipliant les initiatives de sensibilisation à l'environnement. Entre mai et août, les éco-patrouilleurs se sont rendus dans les écoles, les commerces et les industries. Parmi les thèmes abordés figurent le recyclage, le compostage et les dépotoirs clandestins. Les milieux de travail de la MRC de Sept-Rivières affichent le plus faible taux de récupération globale pour l'ensemble des matières, avec seulement 41%. L'éco-patrouille a visité 325 entreprises pour proposer des améliorations. Elle a aussi inscrit un record au chapitre des activités jeunesse, avec un total de 1875 enfants et plus de 100 enseignants rencontrés en 4 semaines. Et résumé de la rencontre des élus municipaux de la ville de Sept-Îles hier soir. C'était la première réunion publique de la rentrée du côté du conseil municipal. La ville de Sept-Îles a réglé hors cours finalement avec la compagnie Pomerleau pour conclure définitivement le dossier de la construction du centre aquatique de la rue Joliette. Finalement, le budget initial de 16,2 millions de dollars a été respecté. Et bien sûr, nos élus en sont très satisfaits. La ville verse un dernier montant de 250 000 dollars. Pomerleau a facturé des surplus de 1 120 000 dollars pour des travaux additionnels au contrat. On reconnaît du côté de la ville là, que c'était des amendes, des choses supplémentaires d'ajouter au contrat. Donc, la ville réclamait pour sa part 430 000 dollars pour différents dommages et retards sur le chantier. Par ailleurs, la ville a accordé hier un contrat supplémentaire à Bouchard-Blanchette Marine pour compléter les réparations au quai du parc d'hivernage des bateaux. En effectuant les travaux de son premier contrat, là, un contrat de près de 700 000 $, l'entrepreneur Bouchard-Blanchette Marine a découvert des dommages additionnels sur les planches, des planches complètement trouées, des planches sous l'eau là, du quai Éperon. Donc, la ville et ses partenaires, dont la Société du Plan Nord, versera 371 000 $ de plus pour réaliser ces travaux urgents. Concernant la rampe de mise à l'eau des bateaux de plaisance maintenant, un dossier assez spécial à la ville de Sept-Îles. Ça a été construit en 2011 et la rampe présente des anomalies depuis qui finalement ne seront pas corrigées avant 2017-2018. On n'a pas trouvé la solution, semble-t-il. Là. Hier, on a tout simplement donné un nouveau mandat à une firme spécialisée pour trouver une solution pour rendre l'infrastructure fonctionnelle. Voilà pour le résumé du conseil
conseil municipal hier soir. Le Marco Polo ouvre la saison des croisières internationales aujourd'hui à Sept-Îles. Le navire et ses 1205 passagers et membres d'équipage sera au quai des croisières du port de Sept-Îles dès 13h. Destination Sept-Îles-Nakawinanu accueillera aussi 2 bateaux de croisière le même jour. Le Crystal Serenity et le Silver Whisper mouilleront dans la baie de Sept-Îles en même temps le 26 septembre. Le Silver Whisper fera une deuxième escale pour compléter sa saison des croisières 2016 à Sept-Îles le 9 octobre. Le chef d'escale par intérim de Destination Sept-Îles-Nakawinanu, Vincent Roy, remarque que les retombées économiques sont en croissance. Si on regarde le nombre de passagers membres d'équipage qu'on reçoit cette année, on est encore en croissance. C'est ce qui est important, en fait, quand on regarde les retombées, bien, nous, c'est sûr qu'on regarde le nombre de passagers et les membres d'équipage parce que c'est eux qui vont créer les retombées indirectes et directes. Le calendrier de cette année, dans cette optique-là, on voit qu'on est encore en croissance et qu'on est, pour les années à venir, là, tout bien positionné pour recevoir de plus en plus de bateaux. L'organisme qui accueille les croisiéristes internationaux célébrera son 10e anniversaire en 2017. Destination Sept-Îles-Nakawinanu a déjà confirmé la venue du plus grand navire de croisière au monde, le Queen Mary 2, en septembre 2018. Et puis une poignée de manifestants pro-Pitbull attendaient Denis Coderre devant le centre des congrès hier midi. La porte-parole du mouvement contre la législation spécifique des races à Sept-Îles et Port-Cartier, Caroline Connelly, était présente avec un de ses pitbulls. Depuis le 5 septembre, selon un avis qu'elle a reçu de la SPCA, la présence de ces chiens sur le territoire de la ville est considérée illégale. Même si elle se dit en désaccord avec la réglementation à venir à la ville de Montréal qui interdira aussi les pitbulls à partir du 26 septembre, Madame Connelly aurait souhaité que les maires échangent sur un aspect qu'elle estime plus modéré dans la loi montréalaise. C'est sûr que moi, je vise pas l'interdiction d'une race, mais bien l'éducation des gens. C'est sûr qu'il y a ce côté-là qui est pas de notre bord. Du moins, j'aimerais qu'il lui parle de la loi grand-père qui va s'appliquer partout. Si jamais il y a une réglementation qui part, j'aimerais au moins qu'il parle de la loi grand-père, savoir comment ça fonctionne, puis si ça pourrait pas être applicable ici à cette île. Les 2 maires sont finalement passés par l'arrière du centre des congrès hier et n'ont pas rencontré les manifestants. Là-dessus, on écoute le maire de Sept-Îles, Régent Porlier. Honnêtement, ce que je trouve dommage, d'être là avec le chien qui est interdit sur le territoire, d'être là. Je trouve, honnêtement, la personne aurait pu être là. Je serais passé, on aurait jasé avec la personne, mais avec le chien qui est interdit, je trouve que c'est un peu loin, c'est trop loin. Caroline Connelly a entrepris des démarches juridiques auprès d'un avocat pour obtenir le droit de garder ses 2 chiens. Elle entend aller jusqu'au bout des procédures qui pourraient lui coûter jusqu'à 8 000 $ en avocat. L'église Marie-Immaculée de Sept-Îles était remplie hier après-midi pour les funérailles de Frédéric Decoste. Sa famille, ses amis et ses collègues ont profité du moment de recueillement de la cérémonie religieuse pour lui rendre un dernier hommage. Rappelons que le pilote d'hélicoptère natif de Sept-Îles est décédé dans l'accident du 4 septembre au Nouveau-Brunswick, qui a aussi causé la mort du chanteur et joueur de hockey Bob Bissonnette. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Attitude. La salle de spectacle Jean-Marc Dion, en collaboration avec Multilogie et l'Hôtel Voyageur, vous présente le jeudi 15 septembre à 20h Hugo Lapointe et Valérie Lahaye. Ce que la vie a à offrir. Portés par des accords qui ont leur place au soleil, au détour du jazz, du swing, du folk, voire du latino, Hugo Lapointe s'immisce dans notre paysage musical en brandissant son zèle pour la fiesta et les rythmes qui ont du punch. Célibataire, je commence à m'y faire. Valérie Lahaye assurera la première partie du spectacle en vous présentant son tout premier album, Sans dire un mot. Les billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.spectacle-7-île.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. Si une vie sans amour est une vie de foutu, moi j'étais foutu d'avant. Encore des nouveaux souliers? 50% de rabais sur la boutique Attraction. Nouvelle robe aussi? 50% de rabais sur la boutique Attraction. Bref, juste à t'inviter à souper, hein? Où ça? Laisse-moi le temps d'aller choisir sur la boutique Attraction. Chérie, lève-toi. Faut aller pelleter. Il a neigé pas mal hier. Oh, la boutique Attraction. Non.
Tu me dis pas? Oui, madame. Resto, cadeaux, sorties, toujours à moitié prix. Boutiqueattraction.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. 1. Ben, Tommy, on va faire le point sur le marché de l'aluminium qui prend du mieux, semble-t-il, qui ne respecte pas nécessairement la même courbe, le même cycle que l'industrie du fer qui nous fait si mal sur la Côte-Nord ces jours-ci. Monsieur Marc Urbain-Proulx est économiste à l'Université du Québec à Chicoutimi, enseignant. Il a publié, on peut lire ça dans le journal Le Devoir, là, une lettre ouverte le 2 septembre dernier, intitulée « Le Québec est-il en train de rater la coche ?» On parle bien sûr de l'industrie de l'aluminium. Il a aussi organisé un forum là, sur l'aluminium, le forum Pacte social sur l'aluminium à Chicoutimi avec plus de 200 personnes récemment. Monsieur Proulx, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Monsieur Proulx, l'industrie, là, l'avenir de l'aluminium, on pensait que ça allait mal, mais si on regarde l'avenir, là, d'ici, dans les prochaines décennies, les marchés la demande va être en croissance, hein? Oui, la demande est en forte croissance. On va passer actuellement, on consomme à l'échelle mondiale 50 millions de tonnes d'aluminium, mais en 2030, donc dans 15 ans, on va consommer 80 millions de tonnes. Ça veut dire 30 millions de tonnes. Une partie va venir du métal recyclé, mais la large partie va venir de nouvelles alumineries qu'on va construire sur la planète. Oh, vous savez, ça fait du bien à entendre quand on est à cette île, ce que vous nous dites là, Monsieur Proulx. Là, on a un projet de phase 3 à l'aluminerie Alouette. Votre recommandation, ça serait à Rio Tinto et aux autres actionnaires, ça serait d'aller de l'avant, là? Bien, écoutez, actuellement, c'est sûr que les prix sont encore un peu bas, mais les réserves aux États-Unis fondent comme neige au soleil depuis 2 ans. On sait que les réserves étaient relativement importantes aux États-Unis. On avait des surplus, en réalité, d'aluminium dans les entrepôts, mais là, maintenant, les surplus sont presque inexistants. Donc, on s'attend à ce que les prix devraient rebondir prochainement, puisque les Américains ont fermé plusieurs alumineries au cours des dernières années, des vieilles alumineries qui fonctionnaient au charbon et qui étaient désuètes. Alors, l'avenir appartient aux nouvelles alumineries, un peu comme celle du Québec, qui fonctionnent à l'énergie propre, avec des coûts de production relativement bas. On pensait, là, il y a quelques années à peine, que le pétrole de schiste, de plus en plus utilisé comme source d'énergie, notamment pour les alumineries, rendrait le Québec moins compétitif, là, avec notre hydroélectricité quand même offerte à bon prix, là, aux alumineries du Québec. Bien, il est certain qu'on s'attend déjà depuis 10 ans, on s'attend à ce qu'il y ait un virage environnemental assez radical qui se fasse par rapport aux énergies qu'on appelle fossiles, comme le pétrole, le charbon, le gaz. Bon, le virage s'effectue, on le voit bien aux États-Unis et ailleurs, mais s'effectue beaucoup plus lentement qu'on croyait. Mais tôt ou tard, un jour ou l'autre, il va s'accélérer pourquoi? Parce que, évidemment, comme vous le savez très bien, vous auditeurs aussi, l'environnement se doit d'être protégé davantage des gaz à effet de serre. Monsieur Proulx, je me demande, lors de l'annonce là d'une possible faisabilité du côté de la phase 3 d'Alouette, du côté du Saguenay, ça l'a critiqué beaucoup parce qu'on veut l'avoir dans notre cours. Est-ce que de créer de l'incertitude comme ça sur le marché, ça ne peut pas nuire à l'ensemble du développement de l'aluminium au Québec? Je ne crois pas, mais c'est sûr que ça crée quand même des émotions. Moi, je pense que c'est le contraire qu'on devrait faire. D'abord, la phase 3 de cette île, vous allez l'obtenir. On ne sait pas quand, ça veut dire dans quelques mois ou mais vous allez l'obtenir parce que la compagnie en question va réagir vis-à-vis le marché américain et on va obtenir aussi des investissements au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'affaire, c'est qu'il faudrait même avoir une alliance entre la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, une alliance, je dirais, tactique, pour ne pas que les alumineries futures qui vont venir au Québec au cours des prochaines décennies aillent s'établir loin de la source de production hydroélectrique. Ouais. Alors, vu que la production hydroélectrique se fait sur la Côte-Nord et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est dans notre intérêt de s'allier ensemble pour faire pression sur le pouvoir public, pour ne plus établir d'aluminerie dans la vallée du Saint-Laurent, là où les infrastructures sont pas là où la main-d'œuvre n'est pas là, la main-d'œuvre spécialisée dans l'aluminium, et là où l'hydroélectricité n'est pas produite. Ouais. C'est pas facile ce que vous proposez là, Monsieur Proulx, là, une alliance entre le Saguenay et la Côte-Nord. D'abord, il y a des guerres de clochers qui existent, entre autres dans l'industrie de la construction. Il y a beaucoup de chiolage envers les gens du lac chez nous, là. Rio Tinto a 40% des parts chez Alouette et est totalement propriétaire de bien des
des alumineries chez vous. Il y a beaucoup de politique dans ces dossiers-là. C'est peut-être malheureux, finalement. La politique et l'économie font pas toujours bon ménage dans des dossiers comme ça. Ouais, vous avez raison. Il y a beaucoup de jeux politiques locaux, puis d'appartenance, etc., de sentiments d'appartenance, etc. Mais je souhaite tout de même qu'il y ait une alliance tactique. Ça veut pas nécessairement dire sur toute l'industrie. Une alliance tactique, notamment pour les alumineries. Les alumineries, mon cher monsieur, ils n'ont pas d'affaires dans la vallée du Saint-Laurent. Les alumineries devraient être sur la Côte-Nord et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais nous, on fait pas partie de la vallée de l'aluminium. C'est pas normal, ça. Ben, écoutez, la vallée, il n'y a plus grand-chose dans la vallée maintenant. C'est la grappe à l'échelle du Québec qui est en train de drainer les avantages de la vallée. Et la grappe industrielle pour l'ensemble du Québec comprend aussi la Côte-Nord. Alors, écoutez, puis les outils qui se développent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment pour maximiser les retombées locales lors de la construction d'usines, etc., ces outils-là doivent circuler puis servir d'autres régions. Là, vous parlez de l'AP60, la technologie AP60 qu'on a, semble-t-il, développée à Arvida. Elle sera sûrement disponible pour la phase 3 d'Alouette à cette île. Ben, tout à fait. Là, vous savez, il y a eu des gros mots qui se sont dits, mais en réalité, on est tous dans le même bateau. En réalité, les vrais concurrents du Québec vis-à-vis de l'industrie de l'aluminium ne sont pas au Québec. Les vrais concurrents sont dans les Émirats arabes et en Chine, qui produisent, eux, de l'aluminium beaucoup plus sale que le nôtre. Dans les Émirats arabes, ils le produisent au gaz, et en Chine, ils le produisent au charbon. Alors, les vrais concurrents sont là, et on doit ensemble, au Québec, se doter je dirais, d'alliances tactiques, notamment pour notre aluminium vert que l'on produit, notre aluminium propre, et notamment aussi pour, comme je vous disais, je me répète, pour attirer les alumineries là où l'hydroélectricité est produite. Oui, c'est souhaitable. Donc, nous, notre situation, c'est que Rio Tinto est propriétaire à 40%. Il y a d'autres gros joueurs dans l'aluminerie Alouette. On a une grosse aluminerie avec 1000 employés. Il n'y a pas de syndicat là-dedans parce que, bon, ça vient d'un monsieur Gagnon, là, un syndiqué, là, un président de syndicat, la controverse concernant l'utilisation d'AP60. Est-ce que c'est à notre avantage, vous pensez, d'avoir plusieurs propriétaires, dont Rio Tinto, puis pas de syndicat à Alouette? Ben, je pense que, je ne sais pas si c'est un avantage, il y a peut-être des aspects positifs, des aspects négatifs. Ce serait pertinent peut-être que le gouvernement du Québec s'implique un peu davantage dans le dossier de l'aluminium. Je pense qu'il le fait actuellement, en tout cas c'est ce qu'on peut constater. Il le fait de plus en plus. Québec devrait mettre son nez un petit peu dans l'industrie de l'aluminium, de manière à non seulement pour offrir des conditions très avantageuses à cette industrie, c'est ce qu'il fait déjà, mais peut-être aussi pour demander à cette industrie d'avoir davantage de retombées aussi locales et régionales, là où il bénéficie de tarifs hydroélectriques puis d'une main-d'œuvre qualifiée à bon escient, là, à bon tarif. Oui. Alors voilà, c'est une réflexion qu'on doit faire. On a effectué un forum récemment ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je pense qu'il nous en faut d'autres, des forums, peut-être incluant d'ailleurs les experts de la Côte-Nord, pour ensemble devenir un peu plus intelligents, pour tirer le maximum de cette belle industrie qui est chez nous, qui a développé son expertise, qui bénéficie davantage, et que nous, on voudrait bien maximiser les retombées, parce qu'on le sait, les nouvelles alumineries, maintenant, ça crée un nombre d'emplois beaucoup moindre qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Monsieur Proulx, j'aimerais vous entendre, ici, à toutes les fois qu'il y a eu des annonces du côté d'Aluminerie Alouette, on promettait là, des emplois et des projets de transformation. On n'a jamais eu rien qui est resté, qui a été concret. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment réaliste de parler de troisième transformation ici, sur la Côte-Nord, principalement à cette île? Ben, peut-être pas de troisième, mais en tout cas, peut-être la première puis la deuxième. Au lieu de fabriquer de l'aluminium tout à fait brut, comme les gueuses que vous expédiez à partir de l'aluminerie de cette île, Alouette, pour ne pas la nommer, bien, au lieu de fabriquer des gueuses, essayer de transformer, ne serait-ce que des alliages, ou faire des barres, ou faire des tôles. Alors, partout sur la planète, les alumineries cherchent à coller sur les alumineries une première transformation. Nous, on n'est pas rendu là encore au Québec. Alors, c'est pour ça que je vous parle d'alliance. Je pense qu'il faut devenir plus intelligent ensemble pour faire pression auprès du gouvernement du Québec, mais aussi des compagnies, pour les sensibiliser au fait qu'elles doivent générer des retombées là où elles bénéficient d'avantages hydroélectriques à tarif intéressant. Oui, j'aime ça, votre solution d'alliance là, et de solidarité dans l'industrie de l'aluminium. Peut-être en terminant, Monsieur Proulx, vous êtes professeur en économie régionale. Moi, ma région, là, elle souffre de la chute du prix des métaux, principalement le fer. Hein? On pensait que l'aluminium puis le fer
fer, ça suivait à peu près le même cycle économique. Il y a aussi le titane à Haute-Saint-Pierre, là où il y a un fort ralentissement. À votre avis, l'avenir dans l'industrie du fer, est-ce que c'est aussi positif que ce que vous nous dites concernant l'aluminium? Bien, écoutez, c'est difficile à dire. Le fer subit pas les mêmes pressions, c'est pas le même marché. Là, actuellement, il y a un surplus de production de fer à l'échelle mondiale. On en a manqué au milieu des années 2000, et puis là, on a tellement produit que là, maintenant, on en a de trop. C'est pas la même chose que l'aluminium, parce que l'aluminium, la demande mondiale est très, 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 très forte. C'est un métal qui a beaucoup de qualité, l'aluminium. Alors, c'est différent du fer, mais le fer va revenir un jour dans un cycle haussier qui va être davantage favorable pour la Côte-Nord, mais quand ça, nous ne le savons pas. Bon. Eh bien, Monsieur Marc Urbain-Proulx, très intéressant votre point de vue. Je rappelle que vous êtes économiste et enseignant à l'Université du Québec à Chicoutimi. Un gros merci pour l'entrevue en direct ce midi. Au plaisir, Monsieur Saint-Pierre. Au revoir. Au revoir. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. C'est donc pas drôle d'arriver à la dernière minute. J'étais sûre que ça commençait plus tard. Excusez-nous. Pardon. Oh non, c'est pas la bonne rangée. Recule. Manquez pas le meilleur. Les prix employés se terminent le 30 septembre. Dépêchez-vous. Visitez un détaillant Ford et obtenez 4 110 $ en rajustement de prix totaux sur la Focus Titanium 2016 avec toit ouvrant et système de navigation en commande vocale. J'espère que ça va être bon. Hein? C'est déjà fini? Quand vous payez le prix des employés, c'est facile d'embarquer avec Ford. Obtenez votre prix employé sur trouvervotreford.ca. C'est le temps de passer à autre chose. Le temps de passer d'une connexion lente à un Internet ultra rapide. C'est à mon tour d'avoir la télécommande à avec TiVo, je peux enregistrer jusqu'à 6 émissions HD en même temps. Le temps de passer j'ai jamais voulu ça, ces chaînes-là, à je vais prendre celle-là. Oh, et pourquoi pas celle-là? Passez à l'Internet Ultra Fibre 40, au forfait télé Mon Mix 20 et à l'enregistreur TiVo. Le tout pour seulement 65 $ par mois pendant 6 mois. Des conditions s'appliquent. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et on va revenir sur le 12e congrès, un congrès des médecines, le congrès de la médecine en région, en fait, médecine d'urgence, voilà, en région. Ça a regroupé plus de 125 médecins aux Escoumins. Il a été question de la qualité des programmes scientifiques. Il y a beaucoup été question il y a eu de la formation pratique en petits groupes également. On en parle avec le docteur Guillaume Laure, qui est médecin de famille aux Escoumins, qui est aussi vice-président de l'association là, en fait, du comité du congrès. Docteur Laure, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Oui, donc on fait ça du côté des Escoumins depuis quelques années, hein, un congrès où j'imagine on réfléchit, il y a aussi de la formation. Et vu que c'est aux Escoumins, on prend le temps de s'amuser, d'avoir du plaisir. Ben oui, c'est ça, c'est la 12e édition du congrès. Donc ça fait 12 ans qu'on fait ça. Il y a un volet scientifique là, très, très important au congrès, mais aussi un volet social, là, c'est ce qui nous différencie un peu des autres congrès. Donc, les gens sont là pour apprendre, sont là pour maintenir leurs compétences, mais aussi, on veut que les gens viennent en famille, que les enfants soient là, que tout le monde s'amuse, puis faire découvrir la région en même temps. On parle de on a regroupé des médecins qui sont surtout dans des régions, pas à Montréal, Québec, là. La Côte-Nord, c'est un bon exemple, le Grand Nord, l'Abitibi, c'est ces gens-là qui étaient regroupés chez vous? Oui, on a des gens d'un peu partout au Québec. On a des gens aussi de la ville, Montréal-Québec, il y a des gens qui désirent venir parce que la formation est quand même pertinente pour eux. Mais c'est sûr qu'on fait un effort pour axer ça vraiment sur la médecine de région. Donc, les gens, l'Abitibi, Saguenay-Saint-Jean, Côte-Nord. Oui. Est-ce que c'est une pratique différente? Dites-moi, être médecin en région ou être médecin à Montréal-Québec, c'est le même métier quand même? Oui, c'est sûr que c'est le même métier, mais il y a quand même des différences parce que les moyens de diagnostic sont pas les mêmes. Par exemple, on n'a pas d'échographie, on n'a pas de taco. Donc, des fois, faut pallier à ce manque-là, puis il faut se débrouiller sans ces moyens de diagnostic-là. Il n'y a pas de spécialistes non plus, pas de bloc opératoire dans certaines régions, dans certaines urgences plus rurales. Donc, c'est sûr que ça change la donne un petit peu, puis on apprend dans ce congrès-là comment se débrouiller, comment se passer à travers l'épisode de soins jusqu'à temps d'arriver dans un grand centre là, où tous les moyens diagnostiques et les chirurgiens, tout ça va être disponible. Oui, il y a toutes sortes de monde qui pratiquent en région. Hein. Il y en a qui viennent pour rester, il y en a d'autres qui viennent pour quelques années, le début de leur pratique, prendre de l'expérience, puis après ça, s'en aller en ville. C'est de la mentalité. La mentalité peut être différente.
Oui, en fait, il y a certaines personnes qui vont en la région, quelques-uns qui vont aller en ville après, mais d'autres personnes là, qui choisissent vraiment de s'installer en région, de passer faire leur carrière en région. Là, sinon, ça rejoint chacun ses intérêts, puis ça rejoint deux types de médecins différents, je dirais, là, la médecine de région versus la médecine en grand centre. Docteur Laure, j'imagine que durant une fin de semaine ou quelques jours comme ça, on parle de rétention, on parle de recrutement aussi de jeunes médecins. Qu'est-ce qui peut être un incitatif pour un jeune médecin de dire « Hey, moi, je vais aller travailler en région en urgence ». En fait, c'est des grands défis, comme je vous disais tantôt. On est de par l'éloignement, on a moins de moyens diagnostiques, donc faut se fier beaucoup à notre questionnaire, notre examen physique, faut se fier à notre sens clinique. Ça peut être un sens du défi pour ces jeunes médecins-là, de se dire, moi, je vais aller à quelque part où il n'y a pas de moyens. Ben, en fait, oui, parce que c'est une pratique qui est très intéressante parce que, justement, ça nous force à faire l'effort de trouver sans ces moyens-là. Puis aussi, des fois, on peut aller un petit peu plus loin dans la prise en charge parce que, vu qu'il n'y a pas de spécialistes, les médecins de famille sont appelés à aller plus loin dans l'investigation, plus loin dans les traitements. Alors que dans les grands centres, mais c'est sûr que des fois, rapidement, ça va aller, ça peut aller aux spécialistes. Puis nous, dans le fond, c'est un défi que les médecins qui vont pratiquer en région recherchent. Vous leur avez même donné l'exemple extrême, je dirais, aux médecins de région qui étaient regroupés chez vous. Vous avez invité le docteur Marc Dauphin, qui était médecin militaire. Il est à la retraite maintenant. Il a travaillé à l'hôpital de Kandahar en Afghanistan là en 2009 pendant 4 ans. Quand même des conditions spéciales. On voulait pas comparer quand même là l'Afghanistan puis le Québec en région non plus là. Ben, pour avoir plus de présentation, je peux vous dire que c'est très différent. il y a des similitudes, mais à voir les photos qu'il nous a montrées, puis tous c'est sûr, les traumatisés qui arrivent l'un après l'autre, là, à coup, des fois, c'est des dizaines à la fois. C'est sûr que nos salles d'urgence en région sont quand même plus tranquilles que ça, heureusement. Mais lui parlait de moins de protocole. Hein? Lui, c'est ce qu'il disait. Le gros avantage de ce type de travail-là en militaire, moins de protocole. Quand on a quelque chose à faire, on n'a pas 50 000 papiers à signer, on le fait. Ben c'est ça. Il faut livrer les résultats, puis c'est pas le temps de s'en faire jouer dans les protocoles à ce moment-là. Mais il y a des similitudes, comme je vous disais, dans le sens que c'est des places, c'est un hôpital isolé à Kandahar, mais c'est quand même un hôpital qui avait quand même beaucoup de moyens. Il y avait plusieurs, ils appelaient ça des baies de réanimation. Nous, c'est l'équivalent de nos salles de réanimation. Il y en avait beaucoup plus à l'hôpital de Kandahar qu'on peut en avoir dans les urgences rurales, là, de par la nature des gens qui recevaient. Là, c'est sûr que sont plus exposés à des polytraumatisés. Mm-hmm. Mais il y avait en quelque sorte le même défi dans le sens qu'il n'y avait pas des grosses équipes médicales dans ces hôpitaux-là. Fait qu'il fallait qu'ils s'arrangent avec les moyens qu'il y avait, puis jusqu'à temps de pouvoir transférer le patient par avion là dans un autre pays. Un des objectifs, je pense, de votre congrès, c'est de promouvoir la médecine en région. Justement, on a parlé du recrutement tantôt. Là, ça a été quand même efficace d'organiser les congrès aux Escoumins depuis quelques années. Le recrutement de médecins, là, aux Escoumins, vous êtes un bon groupe maintenant. À Forestville aussi. Je sais qu'il y a des endroits comme Havre-Saint-Pierre, c'est relativement facile de recruter des médecins. Par contre, dans des petites villes comme cette île, des fois, c'est plus dur. Ben ça a été extrêmement bénéfique. C'est sûr que ça crée une visibilité incroyable. Quand on va dans les salons de recrutement à Montréal, on le voit, les gens viennent nous voir et disent c'est vous le congrès, tout le monde, les résidents en entendent parler, les étudiants en médecine, pratiquement tous les médecins qui font de l'urgence au Québec connaissent le congrès. Donc ça nous donne une très bonne visibilité. Puis des fois les gens justement quand ils voient ils viennent au congrès, ça leur dans le fond ça leur fait voir qu'est-ce qu'on a à offrir, c'est quoi la région, de voir la beauté de la région, puis je pense que c'est bénéfique pour d'abord pour la Haute-Côte-Nord, mais aussi pour l'ensemble de la Côte-Nord, parce que il y a des gens qui la Côte-Nord, pour eux autres, c'est très abstrait, ils sont jamais allés, puis ça, je pense que c'est une belle porte d'entrée, c'est une façon de leur faire connaître la région. Puis nous, aux Escoumins, on est rendu avec une équipe effectif complet. Alors que quand on a commencé le congrès, je pense qu'il y avait 4 médecins, maintenant on est rendu avec 12 médecins à temps plein. Là, donc ça a été extrêmement bénéfique au niveau de la visibilité puis du recrutement.
Et quand on revient aux Escoumins une fois par année, là, les gens qui participent au congrès, ils ont un attachement pour Marjo maintenant, hein? C'est un beluga que vous avez adopté, quoi? Oui, on a adopté un beluga il y a 2 ans. Vous l'avez vu au congrès? Elle est venue faire son tour? Peut-être. On n'a pas eu la confirmation. On a vu plusieurs belugas, puis on a fait la croisière aux baleines le samedi, mais on peut pas. J'ai pas eu l'information à savoir si Marjo faisait partie des belugas qui sont venus nous rendre visite. Mais oui, c'était un petit défi qu'on s'était lancé au congrès vu qu'à chaque année on allait faire la croisière aux baleines, puis qu'on est quand même les médecins de la région sont sensibilisés aux problèmes là, que vivent les belugas actuellement. On avait décidé de se lancer ce défi-là, que les participants au congrès adoptent un beluga. Ça a été mission accomplie. Mm-hmm. Donc, un beau congrès, une belle réussite. Il y avait la présence de Dr Nathalie Lucas, pédiatre urgentiste à Sainte-Justine à Montréal. Elle était présidente d'honneur du congrès. On a mis à contribution des patients de la région aussi, là, qui sont allés se faire soigner en plein congrès aux Escoumins, là. Oui, on veut que que notre congrès soit le plus près possible de la réalité, là, de la vraie vie. Donc, des fois, on fait appel à des vrais patients, des personnes de la région qui, certaines années, ça a été pour faire des échographies. À chaque année, on a un atelier sur les infiltrations cortisonnées. Donc, on a des vrais patients qui viennent, puis que les participants peuvent infiltrer sous la supervision d'un médecin. Ben, bravo pour votre implication comme vice-président du comité organisateur de ce congrès-là. Comme vous l'avez dit, ça met la Côte-Nord sur la map et puis ça fait connaître le type de pratique qu'on retrouve en région. Ça favorise le recrutement quand vient le temps de chercher des médecins pour venir s'établir chez nous. On a déjà connu une pénurie à cette île qui nous faisait un petit peu mal, là. Donc, le travail du congrès est bénéfique pour tout le monde sur la côte. Ben, je pense que c'est ça. C'est quelque chose qu'il faut continuer si on veut atteindre nos objectifs en termes de recrutement, de rétention. Je pense que c'est très bénéfique là, pour, comme je disais tantôt, pour l'ensemble de la Côte-Nord. Eh bien, docteur Guillaume Laure, médecin de famille aux Escoumins, vice-président du comité scientifique du Congrès, un gros merci pour votre participation en direct à notre émission Côte-Nord Attitude. Ben, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Attitude. Du lundi au vendredi à 9h40 et 16h45, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une émission consacrée aux organismes à but non lucratif. Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par des gens de chez nous. En bref chez nous, à 9h40 et 16h45. Présenté par Aluminerie Alouette. Par ici les rabais chez Pascal Automobile. C'est la liquidation GM avec des rabais de 16% sur les GM 2016 et même sur les GMC Terrain 2017. Si vous préférez, vous pouvez quand même choisir un financement à 0% jusqu'à 7 ans. Rencontrez Matthew ou Brian pour les détails et pour faire l'essai du renouveau GM. C'est le meilleur temps de venir nous voir chez Pascal Automobile au 109 Monseigneur-Blanche. Pascal Automobile ramène son événement Adieu Bazou. Jusqu'au 24 septembre, votre vieille bagnole peut vous rapporter jusqu'à 2000 $. Que ce soit pour un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion, votre véhicule vaut peut-être plus cher que vous le pensez. Pour en savoir plus, venez rencontrer l'un de nos conseillers de véhicules neufs, Matthew ou Brian, sur Monseigneur-Blanche ou encore François, notre conseiller de véhicules d'occasion au 401 Gamache. En plus, vous bénéficierez d'un bon choix et de taux de financement avantageux. C'est en plein le temps de vous gâter. Mais faites vite, ça se termine le 24 septembre. Où ça? Chez Pascal Automobile. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Tommy, l'heure est au bilan pour l'Éco-Patrouille qui célébrait son 10e anniversaire pour la saison 2016. Une bonne saison de sensibilisation, hein. On a fait du gros travail. Ben, comme à chaque année. Avec Win, entre autres. Oui, comme à chaque année. Ben oui, on a Caroline. Bonjour, premièrement. Bonjour. Caroline Cloutier, agente de développement durable du côté de la MRC de Cette-Rivière. Tu nous as apporté plein de beaux petits outils, des choses. Vous êtes bien équipés là du côté de l'Éco-Patrouille et de la MRC
pour aller rencontrer les gens, là, tout en couleur. Oui, exactement. Donc, ça fait 10 ans de présence terrain. Fait que c'est sûr qu'on a raffiné nos outils de travail. On est passé des petits aides-mémoire faits maison à des beaux outils. Nos livres de contes jeunesse, c'est un des bons exemples. Donc, c'est avec des bons outils qu'on arrive dans les écoles, dans les milieux de travail, prêt à livrer notre message. Parlons-en tout de suite de tous ces gens que vous avez rejoints. On a vraiment là atteint un niveau incroyable. 5000 citoyens, plus de 1000 jeunes, là, je voyais tout à l'heure. 1800! Hey, 1800 jeunes. Plusieurs entreprises et industries aussi qui ont été visitées. Est-ce que c'était un objectif cette année d'atteindre un si haut niveau qui vous place vraiment dans les leaders, dans les meilleurs performeurs dans l'Est du Québec? Ben, c'est certain que l'Éco-Patrouille, c'est une longue durée. On parle d'un projet de 15-16 semaines sur le terrain. Donc, on a le temps d'aller voir les gens à la maison, à l'école, dans toutes sortes de milieux de travail. Donc, autant la grande industrie que la petite PME ou le commerce du coin. Donc, ça nous permet vraiment, évidemment, d'aller chercher beaucoup de statistiques en termes de personnes rencontrées. Par contre, c'est la qualité des échanges aussi dont il faut faire mention. Oui, on a vu près de 2000 jeunes, mais ce qui est intéressant, c'est que les professeurs nous ont dit que nos activités étaient adaptées aux enfants qui dépeignaient bien les problématiques régionales et que nos éco-patrouilleurs aussi étaient doués pour les mettre en vie, ces activités-là. Donc ça, pour nous, c'est vraiment important. Donc oui, on a vu 5000 personnes, mais on est allé chercher des clientèles particulières pour lesquelles il y avait quand même des objectifs importants. Les gens vous retournent pas du revers de la main en disant non, je veux pas vous parler, puis là, j'ai rencontré une personne. Au moins, vous avez le temps de parler avec les gens. Exactement. Je peux parler peut-être de notre campagne qu'on fait dans les milieux de travail. Ça fait déjà 4 ans qu'on mène une campagne qui s'appelle On recycle ici aussi, le petit jeu de mots pour les industries, commerces, institutions. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on passe beaucoup de temps au travail. Hein. Puis des fois, les habitudes qu'on a à la maison, notamment le recyclage, la gestion des produits dangereux, des fois, ça nous suit pas nécessairement dans le monde du travail. Alors, ce qu'on souhaite, c'est amener des bonnes pratiques dans tous les établissements, parce que malheureusement, on sait qu'il y a quand même un petit travail à faire. Il y a seulement 41% de taux de récupération global pour la MRC dans les industries commerciales. On est comme vraiment pas bon, là. Ben, en c'est fait, ça, là. T'as mis lance des fleurs depuis tantôt, mais moi, j'ai le pot, là. C'est que dans 41% au travail, on n'est pas bon. Non, c'est pour ça qu'on axe nos interventions de sensibilisation. Je veux pas dire que c'est pas tout le monde qui est pas bon, là. Faut pas parler comme ça. On a des très bons ambassadeurs. On peut penser qu'environ 20% de nos milieux de travail sont allés chercher une mention d'honneur de la part des éco-patrouilleurs. D'ailleurs, on a un beau bilan qui va suivre là, cet automne pour en parler. Par contre, il y a encore un petit pourcentage de gens qui semblent un peu plus réfractaires au message environnemental. Donc, il faut un peu varier notre message. Et après 4 ans, on est vraiment en mesure de livrer un bon portrait aux décideurs municipaux pour qu'ils regardent un peu la marche à suivre pour les années futures. Et là, ben vous, c'était votre 10e anniversaire. Vous aviez des événements là pour souligner tout ça. Ça a été également une réussite. Là. Oui, ben en fait, l'Éco-Patrouille, souvent on va dans les événements des autres. Hein. C'est pas nous qui organisons les événements. Notre mandat, c'est vraiment la rencontre du citoyen dans ces sphères d'activité. Par contre, pour les 10 ans, on se disait, nos partenaires, là, les amis de l'Éco-Patrouille, qui sont là depuis les débuts, notamment la radio ici, ben il faudrait bien les remercier d'une manière un peu plus originale, tout en donnant de la visibilité à notre équipe. Donc, on a fait un projet pilote, on est bon là-dedans, dans les projets pilotes, puis on a confié un mandat à un de nos éco-patrouilleurs qui était expérimenté en communication, à Frédéric, qui lui a monté un projet en soi. On a créé un événement, la Grande Virée Bleue de l'Éco-Patrouille. C'était pas un événement public cette année. Ce qu'on voulait, c'est vraiment convier nos partenaires à rouler avec nous, découvrir le quotidien des éco-patrouilleurs qui, je le rappelle, sillonnent le territoire à vélo. Donc, justement, et on est allé visiter différents sites. Question de les remercier, d'être au rendez-vous année après année. On peut penser que l'Éco-Patrouille, c'est quand même un budget de 140 000 $. Oui. On engage environ 10 personnes sur une longue durée. Puis c'est un peu la mobilisation de tout ce beau monde-là qui fait qu'on est encore là après 10 ans. Puis là, une nouveauté aussi cette année, c'est que vous avez une personne qui est vraiment engagée, attitrée à temps plein aux éco-patrouilleurs. Ben en fait, c'est notre grand souhait. Ouais, Nous, on a un coordonnateur justement qui chapeaute toute l'équipe de l'Éco-Patrouille. C'est un poste qui existe depuis 2008. Par contre, on l'a modifié grandement. Puis c'est pour ça justement la fameuse nouveauté 2016. Là, la personne était vraiment en charge d'assurer que les horaires étaient efficaces, que les éco-patrouilleurs sont sur le terrain dans le fond, parce que c'est pas dans le bureau là qu'on les veut. On les veut à la rencontre des gens. Puis effectivement, l'équipe de la MRC s'est enrichie
une nouvelle personne. On a maintenant quelqu'un en charge de la gestion de matières résiduelles avec moi. Donc, ça montre qu'en environnement, il y a du travail. Vous répartissez vos effectifs sur Port-Cartier-Sept-Îles. Et je pense que cette année, on devait aussi avoir des éco-patrouilleurs inuits. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2008, nous, on a une entente avec la communauté de Ouachat-Macmillan-Tenam. Donc, on couvre tous les secteurs de la MRC sans frontières. Et puis là, pour la première année, on voulait... En fait, c'est pas la première année qu'on engage des jeunes de la communauté, mais on voulait avoir des apprentis. Donc, des jeunes du niveau secondaire qui vont pouvoir assurer la relève de l'éco-patrouille. Donc, on a eu quelqu'un de la communauté de Ouachat, Elisa, qui s'est joint à l'équipe un peu plus tard dans l'été. Fait qu'on avait un beau mélange de jeunes Sétiliens et de quelqu'un de la communauté. Donc, on est allé faire du porte-à-porte résidentiel énormément dans le secteur de Ouachat-Macmillan-Tenam. Et là, on a déjà un pied dans la porte et pour les prochaines années, j'imagine que c'est quelque chose qu'on poursuivra. Oui, c'est certain qu'on continue ça. Je tiens à dire que la communauté a embarqué dans notre nouveau PGMR pour la première fois. Donc, c'est une mesure volontaire. Mais ça, justement, là, comment qu'on s'adapte à une première saison avec un nouveau plan de gestion des matières résiduelles? Il nous reste beaucoup de travail à faire. Peut-être pour mettre les gens en contexte, la MRC est responsable de faire un plan de gestion des matières résiduelles. Je dirais que c'est comme un grand plan d'action sur 5 ans dans lequel on doit dire, nous et les municipalités, la ville de Port-Cartier-Sept-Îles également avec le conseil de bande, qu'est-ce qu'on va faire pour augmenter nos taux de récupération, par exemple? Qu'est-ce qu'on va faire pour être davantage performant, limiter l'enfouissement collectif là qu'on a tout le monde? Donc, on a 49 mesures à mettre en œuvre sur 5 ans. On manque pas de travail. L'éco-patrouille, c'est une mesure, je tiens à le préciser, mais ça nous donne un peu des idées. Justement, on sait vraiment où est-ce qu'on s'en va pour les prochaines années. Consommation responsable, réduction à la source, réemploi. C'est des choses qu'on n'a pas nécessairement abordées parce que c'était le côté plus difficile des fois. C'est plus facile de parler de recyclage que de modifier notre consommation. Fait que c'est des thématiques qui viennent et également dépotoirs clandestins. Je suis sûre que les gens, ça vous interpelle quand je prononce ce mot-là. Tout le monde, on va se promener en nature et on en trouve des dépotoirs clandestins. C'est une vaste campagne que la MRC va lancer dans les 3 prochaines années, donc vous allez en entendre parler. Avec un bel outil pour les jeunes, là, un nouveau livre qui, justement, traitera, là, entre autres, de cette problématique des dépotoirs clandestins. Fouine! Et la montagne mystère, cher ami. Ça, là, c'est vraiment populaire auprès des jeunes. Oui, c'est utilisé pour l'heure du compte écologique, entre autres dans les bibliothèques. Déjà un succès dans les écoles cette année. Ça va être lancé en octobre, donc les gens vont pouvoir même prendre le livre en ligne directement pour faire la lecture avec leur tout petit. Et les dessins, pour vous dire, avec ma fille de 5 ans, c'est très populaire, très imagé, coloré. Pour un projet qui était seulement qu'un projet pilote, l'éco-patrouille, après 10 ans, c'est un beau succès. Il nous reste qu'à vous souhaiter un autre beau 10 ans. Exactement. Merci beaucoup. On va être au rendez-vous. Caroline Cloutier, agente en développement durable du côté de la MRC de Sept-Rivières. Merci. Félicitations à toi et à toute ton équipe. Merci beaucoup. Attitude. Vous connaissez le dicton, hein? Rêver, ça coûte rien. Et si je vous disais qu'essayer un Spider chez Atelier Laforge, ben ça coûte rien non plus. Parce que chez Atelier Laforge, on sait que la vie vous coûte déjà assez cher. On vous offre non seulement de l'essayer gratuitement, mais aussi des rabais pouvant aller jusqu'à 4000 $ à l'achat. Et comme on est vraiment généreux, on paye aussi le cours de conduite requis à l'achat d'un Spider neuf. On a aussi un grand choix de Spider usagés à partir de seulement 7 999,99 ou 44,26 plus taxes par semaine. Cet été, la place pour en profiter, c'est chez Atelier Laforge, 1167 Boulevard L'Art. Arc, es-tu en train de mettre la pâte à dents sur ton sandwich? En plein ça. Un sandwich jambon pâte à dents. En mastiquant comme faut, je me brosse les dents en même temps, ça va plus vite. Je suppose que tu laves ta vaisselle dans la douche. Oh, c'est une bonne idée, ça, Suzanne. Bonne idée. C'est la liquidation 0%. Ne perdez pas de temps. Chez vos concessionnaires Jeep, profitez d'un financement à l'achat à partir de 0% jusqu'à 84 mois sur la plupart des modèles Jeep Cherokee 2016. Sur approbation du crédit. Détails dans les journaux et chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, on a avec nous Anne Boudreau, qui est animatrice à la vie pastorale maintenant pour les paroisses, la paroisse l'Ange Gardien, et l'abbé René Théberge, qui est avec nous aujourd'hui également. Ces gens-là ont vu le pape récemment, Tommy, on peut le mentionner, hein. Ils sont allés faire un petit pèlerinage à Rome tout récemment. Entre autres, il semble que le passage de la Porte Sainte a été très, très spécial. Anne Boudreau, abbé Théberge, bonjour, bienvenue à Côte-Nord Attitude. Merci, bonjour. Dites-moi donc, qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Théberge, là, lors du passage de la Porte Sainte à Rome? C'est une grande entrée quand vous arrivez à Rome. Vous avez le goût d'aller visiter la place Saint-Pierre, bien sûr. C'est beaucoup de monde. Puis c'est l'année
c'est une année sainte. On pourrait expliquer ça en 2 mots tout à l'heure. Une année sainte, c'est à tous les 50 ans, un moment fort pour découvrir une dimension du visage de Dieu, et c'est le visage de la miséricorde. Donc, c'est la porte de la miséricorde que les visiteurs sont invités à franchir. Et quand tu arrives là, mais il y a des milliers et milliers de personnes, tu dis, oh, parce que c'est une porte qui permet d'entrer dans la grande basilique Saint-Pierre. Mais ils ont tracé dans la rue, à peut-être 1000 pieds, 3, 4, 500 mètres avant, un chemin balisé, clôturé en plein milieu de la rue, où ceux qui veulent franchir la porte de la miséricorde, c'est une forme de pèlerinage. Donc, on emprunte ce chemin. Et là, on avance. Il y a toujours quelqu'un qui porte une croix. On se regroupe par petits groupes, et c'est un pèlerinage qui dure 1 heure, 1 heure et demie, le temps qu'on y met, réflexion, silence, prière. Et ça nous conduit directement à la porte de la miséricorde, alors qu'il y a des milliers de personnes de chaque côté qui attendent, qui regardent, qui vont finir par entrer, mais qui osent pas s'identifier. Ça ressemble beaucoup à notre Église d'aujourd'hui. Croyants, mais un peu sur le bord, parce que entrer dans ce corridor bien balisé, bien ouvert, c'est s'identifier. Et l'avantage aussi, qu'en arrivant, en franchissant la porte de la miséricorde, c'est quand même un moment d'accueillir le Dieu de miséricorde, ce visage, la porte est magnifique. Et ça, dans la grande basilique Saint-Pierre, il y a un chemin, encore là, balisé, qui nous conduit jusque dans le cœur, au tombeau de Saint-Pierre. Toutes ces grandes cathédrales sont construites sur un martyr, c'est le martyr de Saint-Pierre. Et seuls ceux qui empruntent ce chemin-là peuvent avoir cet accès plus immédiat le temps qu'on veut. Donc, c'est à Rome, l'année de la miséricorde, c'est très, très visible. Ça offre de belles expériences. Voilà. Et je pense qu'Anne Boudreau, elle a été impressionnée par le pape François, qui sans doute dégage. C'est un des papes qu'on va probablement retenir dans l'histoire, j'ai l'impression, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, je pense qu'il m'a plus frappé, c'est son regard. Que moi, j'ai eu le bonheur d'être capable d'y toucher, là. C'est vraiment son regard, quand il nous regarde avec des yeux, là, puis d'une simplicité incroyable, là. Tu sais, t'es submergé, là. Selon moi, là, croyant ou pas croyant, dans ça, là, il est impressionnant, disons. On revient revigoré d'un voyage comme ça, on revient énergisé et prêt à poursuivre, parce que, faut le dire, vous avez quand même beaucoup de travail ici, là, pour les activités, mais ramener les gens dans les églises. Oui, beaucoup de travail, mais du beau travail. C'est sûr qu'on revient de là énergisé, ça, on a le feu plus que jamais. On est là pour ça, hein, d'en parler justement. Il y a plusieurs activités. C'est la rentrée, hein, dans la communauté chrétienne, comme dans les écoles et ailleurs. C'est le temps de s'inscrire aussi. On sait que justement qu'on a déconfessionnalisé les écoles au Québec. Ça fait quelques années maintenant. On doit trouver d'autres chemins pour aller vers les jeunes. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de parents qui nous disent, on n'a pas eu connaissance. Ils appellent au presbytère, mais on savait pas, parce que dans les écoles, ils s'attendent encore que dans les écoles, de recevoir quelque chose dans l'école, mais c'est plus de même, ça marche. Non, c'est plus ça. Ça a passé dans le journal. Puis, je dois dire, pour l'initiation chrétienne, on est en plein dedans. L'initiation chrétienne, ça comprend le premier pardon, la première communion, puis la confirmation. La profession de foi, ça se fait moins, non? Non, ça se fait moins. Ça se fait, mais nous autres, au mois de mai, dans le cas de la confirmation, là, c'est d'autres choses. Puis la confirmation, il reste une soirée, c'est pour ça qu'on tenait aussi. Il reste une soirée jeudi soir. Jeudi cette semaine. Jeudi soir. À 7h, à l'église Saint-Joseph. Ouais. Pour la confirmation, la communion, vous avez à appeler au presbytère, ça se passe à Marie Immaculée. Pour la première communion. Peut-être avant, là, pour savoir bien où s'inscrire puis comment ça marche, parce qu'on a du monde à Port-Cartier, on a des Inuits, on a des gens à Clock-Cité, il y a encore 2 paroisses à Sept-Îles. Comment on a regroupé ça, là? La paroisse l'Ange Gardien, ça c'est Saint-Joseph et Sainte-Famille. Marie Immaculée, c'est encore indépendant. Mais moi, quand je vais sur Internet, c'est paroissesept-îles.org, puis tout est là. Le site Internet est assez complet, donne tout, parce qu'on travaille en collaboration, bien sûr. Mais encore, là, les paroisses, il y a une identité. L'Ange Gardien, c'est l'église Saint-Joseph et l'église Sainte-Famille. Et les activités d'initiation chrétienne se tiennent, confirmation, à l'église Saint-Joseph. Marie Immaculée, donc, pour toute la ville, initiation chrétienne, première communion, premier pardon, c'est à Marie Immaculée. Donc, on voyait, il y a un partage. Pour toute la ville, confirmation, ça se passe à l'église Saint-Joseph, les inscriptions et la démarche d'initiation qui se déroule sur à peu près une année, donc jusqu'au printemps, jusqu'en mai 2017.
Et l'année de la miséricorde, ça a commencé en décembre 2015, ça va donc se compléter en décembre 2016. On se dirige vers la fin de cette belle année là, très spéciale. Vous disiez que ça arrive seulement une fois aux 50 ans. Voilà, une fois 50 ans, mais il y a toujours des mais. Hein. Cette année, parce que la dernière avait eu lieu en l'an 2000, 1950, 2000, mais là c'est une année spéciale. C'est un jubilé spécial pour marquer 50 ans après la fin du Grand Concile Vatican II, 1966-2016. Donc, de temps en temps, comme ça, le pape François voulait nous faire découvrir quelque chose qui est au cœur du Grand Concile, le visage de miséricorde. L'Église, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu de miséricorde. Parce que il y a peut-être d'autres visages qui ont traîné dans l'histoire et qui ont éloigné des gens, donc découvrir notre Dieu se définit, il est d'abord miséricorde. Et ça rouvre plein de portes. Avec les jeunes qu'on a rencontrés dimanche soir, il y avait quand même une trentaine de familles, et plus, quarantaine de jeunes qui se sont dans la première démarche qu'on a eue. Et on a un visuel qu'on a remis devant les yeux, une porte à franchir. Si j'ouvrais la porte pour vivre une expérience, si j'ouvrais la porte, et c'est la porte de miséricorde, bien sûr, donc ça va teinter un peu toute la démarche qu'on va vivre avec eux autres. Et là, il y a parmi les activités en octobre, on soit de la visite, hein, il y aura des représentants des missionnaires canadiens français qui s'adressent aux enfants. Oui, les représentants de l'enfance missionnaire, il y a un siège social à Montréal, mais ils représentent tout le Canada francophone. Puis ils viennent ici la fin de semaine du 23 octobre dans le cadre du dimanche missionnaire qu'on appelle. Ils viennent rencontrer les jeunes, puis c'est toujours un moment fort. Puis ils rencontrent des jeunes de l'initiation chrétienne, autant à Marie-Immaculée que la confirmation aussi. Ça, c'est en octobre, mais dès cette fin de semaine, là, dimanche, c'est l'événement le plus proche. C'est peut-être l'occasion aussi de reprendre contact avec l'Église. Oui. Ça va se passer d'ailleurs à la Tente Jaune, tout près de l'Église Saint-Joseph. Dimanche, il y a d'abord une messe à 9h30. C'est carrément le lancement de l'année pastorale. On peut dire ça comme ça? C'est ça. En plein ça, c'est le lancement qui fait aussi avec le dimanche de la catéchèse. Les catéchètes qui sont là, le monde qui sont impliqués en pastoral vont être là. Puis il va y avoir la célébration eucharistique suivie de l'épluchette de blé d'Inde. On invite le monde à y participer. C'est en fin de semaine. Puis je fais juste un petit rappel là, que pour les sacrements, là, les parents, parce que je sais qu'on a des téléphones beaucoup en paroisse, c'est de gênez-vous pas, communiquer, il y a encore de la place. Puis on prend les inscriptions jusqu'à mardi prochain. Mm-hmm. Le 22, je pense. Toi, Anne, ça doit être pour ça qu'on t'a engagée à la paroisse, là, comme animatrice de pastorale, parce que tu étais déjà très impliquée dans l'Église, notamment auprès des jeunes. Comment ça va avec les jeunes? Je sais que tes groupes à toi, là, que tu suis depuis plusieurs années, sont rendus au cégep, là. C'est quand même assez dur de faire des activités liturgiques avec des jeunes au collège, mais il y a encore des jeunes du primaire, du secondaire qui s'impliquent et qui vont à l'Église. Oui, c'est étonnant. Il y a des groupes. C'est très étonnant. Comment est-ce que les jeunes encore là, ont soif de découvrir Jésus, puis ont soif de cheminement. Puis le groupe que tu parles, effectivement, j'en ai dans ceux qui sont rendus au secondaire. Avant ça, il y en a même 2 qui sont au cégep, au collégial. Mais on réussit pareil à faire des activités. Puis là, je fais face à... Il y en a qui ont commencé à travailler et tout. Mais c'est encore... Puis il y en a d'autres qui embarquent aussi, là. Si j'avais 30 ans, je pense que je pourrais encore en embarquer plus. Mais... Il y a une belle activité annuelle aussi qui a lieu aux îlets Jérémie, hein, pour les jeunes de la Côte-Nord. Ça a eu lieu le 27 mai dernier. Encore là, la journée des jeunes, ça a été un succès, on peut le dire. Oui, vraiment un succès. Puis d'année en année, je pense que c'est rendu la 4e ou la 5e. C'est toujours nouveau, puis il y a des jeunes qui reviennent, puis on réussit toujours. L'année passée, il devait y avoir facilement une 60aine de jeunes, là. En terminant, peut-être, Monsieur l'abbé Théberge, là, René Théberge, peut-être que, justement, rejoindre les jeunes, tout a changé, hein, depuis 20 ans, depuis qu'on a plus la religion dans nos écoles, les jeunes sont encore présents. Moi, j'ai vu une église pleine, là, à Marie-Immaculée hier, justement parce qu'il y avait des funérailles. Les questions sont encore là, hein, quand on arrive au vieillissement puis qu'on a quelqu'un dans notre entourage qui décède, il reste que les valeurs religieuses sont encore ancrées chez les Québécois. Malheureusement, on est gêné de le dire qu'on est encore croyant. C'est un peu ça la réalité d'aujourd'hui, quoi. C'est un peu ça. On reste un petit peu en dehors du corridor, là, pour aller vers la porte, là. Mais les grandes valeurs, finalement, où les trouve-t-on? Sinon, dans l'expérience, dans la parole de Dieu. Les grands philosophes vont le dire, hein, les grandes valeurs sont là, la fraternité,
hein, le pardon, le partage, sont là. On les invente pas. Où les trouver, où les découvrir, mais l'expérience chrétienne est une magnifique expérience pour découvrir ça et pour vivre, fraterniser. Je vois encore dimanche passé à l'église Saint-Joseph, une grande assemblée. C'est toujours étonnant de voir cette fraternité, cette famille qui se rassemble joyeusement. On vient plus là parce qu'on est poussé dans le dos. Des jeunes viennent, pas moins nombreux, mais souvent, quand il nous arrive, comme là, ceux qu'on a vus dimanche soir, là, et des visages ouverts, des visages joyeux. Et ça, pour moi, ça dit que cette soif-là, elle est là. Maintenant, faut franchir une petite résistance de notre monde d'aujourd'hui pour la laisser émerger et qu'elle fleurisse. Et il y a eu un mouvement aussi de modernisation, je pense, dans l'Église. Là, est-ce qu'on organise encore des messes country ici à cette île? Ça va chercher du monde. Oui. Il va en avoir là, il va en avoir une bientôt là, à l'Église Sainte-Famille. J'ai pas la date là. Bon, ça va chercher des gens qui, à travers le country, découvrent quelque chose de leur foi. C'est un autre chemin, c'est une autre route balisée qui. Ça se vit pas juste à Saint-Tite. Sinon, le rendez-vous le plus proche, c'est 9h30 à l'église Saint-Joseph, suivi d'une cérémonie à la tente jaune, le lancement de l'année pastorale. Et si on veut inscrire nos jeunes, là, la confirmation, première communion et tout ça, on peut contacter la paroisse Ange Gardien. Oui, c'est ça, mais de rappeler que nous autres, pour la confirmation, on a une soirée jeudi qui s'en vient à 7h à l'Ange Gardien. Sinon, peut-être rappeler le site web, là, je pense qu'il est très complet. Le site web est très complet, le feuillet paroissial est là, toutes les données sont dedans. Même pour Clark-Cité, pour la communauté Innu également, il y a quand même des messes qui se chantent en Innu aussi dans notre région. www.paroissesept-îles.org. Exactement. Oui. Génial. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude. Abbé René Théberge, Anne Boudreau, animatrice pastorale. Un gros merci. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Bonne suite. Tommy, merci pour ta présence. Ça fait plaisir. Ce midi, la co-animation Côte-Nord Attitude, ça a bien été. Ma deuxième semaine. Demain, Valérie Dionne sera avec moi. On devrait parler, entre autres, des prévisions d'automne de Météo Média demain. Du soleil, s'il vous plaît. Du soleil. Mais déjà, on a une fin d'été assez sympathique. Et moi, je suis de retour jeudi. À jeudi. Bye. Au revoir tout le monde.